Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Laurent. Jean-Marc Laurent, il est coach en prise de parole en public, mais c'est aussi l'ancien directeur de Energy School. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Philippe. Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer ? Alors pour faire court, parce que c'est vrai que j'ai commencé à l'âge de 17 ans, aujourd'hui j'en ai quand même 58. J'ai démarré sur une radio qui s'appelle toujours Énergie, qui à l'époque était rue du Télégraphe à Paris, et qui a grandi, est devenu le groupe et a pris l'importance que l'on connaît aujourd'hui. Et je suis retourné là-bas dans les années 2000-2006 pour diriger la Energy School, dont on parlera donc dans quelques instants. Et en parallèle, j'ai quand même eu des occasions de travailler dans des médias. Et puis on m'a appelé pour faire de la télévision, présenter des jeux comme le loto, le tapis vert, faire du reportage sur Antenne 2 à l'époque, ça s'appelait Antenne 2, et puis de la presse écrite. D'accord. Et tu as un site, donc les gens peuvent effectivement ouvrir leur navigateur pendant qu'ils écoutent l'interview, qui s'appelle jeanmarclaurent.com. Voilà, alors sur ce site, il suffit d'aller dans l'onglet blog par exemple. Là, on va découvrir les différentes facettes que j'ai pu avoir au cours de ma carrière. Ça va aussi bien donc de la radio, la prise de parole, mon investigation auprès des handicaps 10, qui est quelque chose d'important auquel je tiens actuellement. Ce sont des handicaps cognitifs, et puis tout ce qui est théâtre, voyage, artistique, voilà. D'accord. Alors, comment tu analyses les médias en 2023, toi qui as travaillé dans les médias ? Alors le média, on parle de médias radio peut-être. Oui, radio, télé. Le média radio, j'ai eu la chance de vivre ces années 80 où avec l'apparition de la radio FM autorisée en 81 avec le président Mitterrand, et là on a vécu une explosion culturelle, c'était un phénomène dingue, quelque chose que je souhaite à tout le monde de vivre sur même d'autres thématiques, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les jeunes que nous étions à l'époque découvraient une liberté qui n'existait pas, parce qu'à part écouter la radio de papa et maman, Europe 1, France Inter, RTL à l'époque, et je passe les RMC éventuellement, c'est tout, on n'avait pas grand choix. Et puis parlons pas non plus pour les artistes. On écoutait toujours les mêmes artistes. Dans les parades, il y avait souvent 2-3 titres de Sardou, 2 titres de Claude François, de Sheila. Ouais, c'était ces artistes à l'époque. D'accord. Mais avec la radio FM... C'était les 60s, en fait. C'était Salut les copains, etc., quoi. Ouais, oui, qui se poursuivaient, parce que, évidemment, je suis né en 65. Moi, les 60s... c'est plutôt mes parents, donc après c'était les artistes, oui, voilà, dans les années 70, on poursuivait, on était les enfants de ceux qui écoutaient les 60s, et on découvrait un peu d'autres groupes, pourquoi pas américains, mais c'était pas évident d'avoir des disques, c'était des disques ou des musiques étrangères qui pouvaient nous plaire. Éventuellement, il fallait écouter RTL assez tard le soir, mais quand on est enfant, on a école, on se couche tôt. Tout ça pour dire que l'explosion, l'arrivée des radios FM autorisées, et je dis autorisées parce qu'avant il y avait les radios pirates, la radio FM autorisée a permis aussi une explosion de nouveaux artistes. Tous les Jean-Luc Lahaye, les Bruel, tous ces gens-là sont arrivés à ce moment-là. Tout à fait. Et donc tu écoutes quoi comme radio aujourd'hui, toi ? Alors aujourd'hui, évidemment, je suis assez exigeant parce que j'ai une déformation professionnelle comme beaucoup, c'est-à-dire que quand j'écoute la radio, j'entends les défauts ou alors ce qui est redondant ou qui sonne vrai mais qui semble finalement assez faux dans les speaks. J'écoute pas vraiment la radio, à part les radios d'information, un peu de France Info. J'ai lâché France Inter depuis longtemps. J'écoute des France Bleu dans les régions, notamment là je suis à Bordeaux, donc j'écoute France Bleu Gironde. Les radios musicales n'ont pas grand intérêt en fait pour moi aujourd'hui, parce que à part de temps en temps RFM, ou dont j'aime bien d'ailleurs la programmation, le fait d'entendre de la pub au maximum et des speaks d'animateurs qui sont assez pauvres, ça me donne pas envie d'écouter. C'était pas du tout comme ça à l'époque. Alors je veux pas dire j'ai la nostalgie parce que je suis resté en radio
quelque temps, mais finalement, je me suis tourné vers la télé et le journalisme. Donc finalement, je suis pas non plus quelqu'un qui s'est accroché à faire de la radio tout le temps. Mais aujourd'hui, je vois pas trop l'intérêt. D'ailleurs, on s'attache plus aux animateurs. Moi qui travaille beaucoup avec les jeunes dans les établissements scolaires, quand je leur demande vous écoutez quoi comme radio, ils donnent 2-3 noms de radio, pas forcément celle à laquelle on peut penser en premier. Énergie n'est pas forcément la numéro 1 du reste. Et quel est le nom de votre animateur préféré? Alors là, ça devient compliqué. L'image de l'animateur, le star system et tout, je pense qu'il est toujours valorisé par les communiqués de presse, les médias, les journaux qui essayent toujours de parler de tel ou tel animateur. Mais dans la réalité, c'est quand même autre chose. Moi, dans des classes de 30 adolescents, ils me sortent des noms d'influenceurs, de gens qui sont sur YouTube. Les animateurs radio, c'est à peine s'ils vont vous citer un ou deux noms de quelqu'un d'énergie, voilà. Alors c'est vrai donc que ça a vachement changé, Philippe. Ouais, tout à fait, ça a changé parce que moi je vais revenir à mon cas personnel. Quand j'écoutais la radio et que j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, j'écoutais Énergie parce que j'adorais Énergie et je connaissais la grille des programmes sur le bout des ongles et je connaissais effectivement le nom des animateurs. Je savais que le matin je me réveillais avec Denis Balbir, j'allais à la radio parce que j'ai eu la chance effectivement de commencer en TUC à la radio. Donc j'allais le matin, je prenais mon bus, j'écoutais Denis Balbir et Dominique Duforest dans Starter. Ensuite, l'après-midi, je pouvais pas écouter Mitsou parce que je faisais 14h-17h et lui, il était à cet horaire-là. Mais il y avait le Star Match donc de Marc Scalia et quand je rentrais, j'écoutais le Star Match. Après, il y avait effectivement Serge Rep avec les disques à la demande. Et puis, il y avait la nuit qui se terminait avec, ou qui commençait et qui se prolongeait avec Frédéric Dorieux. Ouais, oui, voilà. Alors ça, c'est des années peut-être 84, 85 à peu près et au-delà pour toi. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces premières années sur la radio FM où beaucoup d'animateurs se sont fait les dents, ont essuyé les plâtres, c'est important de le dire, n'ont pas bénéficié non plus d'une exposition pendant 10 ans. Enfin, je veux dire, faire carrière à Énergie, pour moi, c'était impossible. D'abord, intérieurement, je me connais, moi, il faut que je change tous les 2-3 ans, il faut que ça bouge. Je suis quelqu'un d'hyperactif. Faire une carrière à Énergie, je voyais pas l'intérêt parce que d'abord, très tôt, j'ai commencé à dire à la direction, je veux pas être disque jockey. Très tôt, on me disait, ouais, mais regarde un tel, donc je cite pas les noms, mais tu les as cités. J'avais pas envie de rester 10 ans là-dedans, quoi. Surtout qu'en sortant de la même expérience radio pendant 10 ans ou plus, les animateurs en question ont eu du mal à trouver d'autres médias pour les employer. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, bon, je parlais d'énergie, mais il n'y avait pas qu'énergie. Il y avait effectivement Skyrock. Et on avait une identité. Les animateurs avaient du charisme. Je me rappelle de Skyman. Moi, je me rappelle de Géraldine le soir avec son émission Coquine. Je me rappelle de Super Nana, effectivement, et Le Prince de Hénin. Je me rappelle effectivement de Maurice et avec Qui va l'acheter prix, que j'ai d'ailleurs interviewé dans Les Experts plus tard. Je me rappelle de Fun, tu vois, de Fun sous la direction de Benoît Sillard, par exemple, avec Max le soir dans le Star System. Oui. Alors il y en a qui sont sortis du lot, mais ce sont ceux souvent qui sont passés sur autre chose, directement vers de la télé. Je pense à Jean-Yves Lafay. Il a fait beaucoup de canulars en radio, mais il a aussi fait des choses un peu dans la suite de ceux qui faisaient des caméras cachées en télé. Donc ça lui a permis une exposition plus importante et un autre public. Tout à fait. Alors, justement, tu disais tout à l'heure que les animateurs, on ne se souvenait plus de leur nom. Je pense qu'il y a un problème de charisme, il y a un problème d'identité, il y a un problème de personnalité au niveau des animateurs. C'est-à-dire que tout est formaté sous le même angle. Et aujourd'hui, en fait, l'auditeur, il peut pas identifier parce qu'il y a des traitements de son qui sont équivalents pour tout le monde. Et en fait, il y a une correspondance, il y a une étiquette qui se fait plus au niveau de l'oreille de l'auditeur, quoi. Exactement. Alors avant, on disait, et pendant des années, on a dit jusqu'on va dire dans les années peut-être 90, même 95, la voix c'est magique. Une voix en radio, on ferme les yeux, ça peut faire bander pour mettre une expression un peu mec, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, le traitement de texte étant là, quasiment les speaks étant les mêmes sur les radios musicales, en fait, c'est tout formaté. Les animateurs parlent de la même façon, on va savoir si c'est Philippe, Pierre, Jacques ou Nicolas, quoi. On sait plus.
on sait plus. Et c'est dommage parce que le grain de voix est très important. Quelqu'un qui a une belle voix radio, c'est super, mais qui a un grain en plus. Là, je pense à un vieil animateur qui est musicien et qui est toujours sur une radio qui s'appelle Radio Classique, Christian Morin. Eh ben, lui avait un grain en plus. Ça fait que si sa voix était aujourd'hui dans des traitements de son un peu sur des musicales et tout, je suis pas sûr qu'il aurait une aussi belle voix. Oui, et puis Christian Morin, c'est quelqu'un qui a une personnalité. On voit que oui. déjà le costume, moi je me rappelle quand il était à la Roue de la Fortune, t'as une personnalité, quoi. T'as quelqu'un qui a un charisme, il en impose, quoi. Voilà. Et il faut sortir du lot. Alors je vais rebondir sur l'Energy School parce que toi, t'as été donc ancien directeur de cette école d'énergie. Elle avait quel objectif cette école en fait, de formater et de faire en sorte de prévoir la relève d'énergie? Oui, alors en fait, à l'origine, cette école, en fait, tout le monde dit, là, évidemment, le groupe Énergie, dit, c'est la création de Jean-Paul Baudecroux. Energy School est lancée en 2004, si mes souvenirs sont bons, 2003-2004. En fait, l'idée vient d'un animateur qui était dans le sud-ouest, qui a envoyé son projet à Jean-Paul Baudecroux, qui finalement, cet animateur n'a jamais eu de retour. Et l'Energy School est née, quelque temps après, pour former des animateurs, pour former des producteurs radio, des programmateurs, réalisateurs, et puis pour surtout formater, pour faire en fait un vivier d'animateurs qui seraient prêts à aller sur les énergies en province, en région. C'était tout bénef finalement pour la radio, en se disant, ils seront vraiment tels qu'on les souhaite, le profil comme ça, ils connaîtront la maison parce que c'était à la maison mère à Paris qu'on les formait. Et puis après on les met pour les meilleurs, on les met, je sais pas, en Bretagne, dans la Creuse, je sais pas, dans le Sud-Est, sur des radios petites ou moyennes d'énergie pour commencer. Puis après on les fait monter en nation s'il le faut. Alors évidemment c'était le rêve pour ces jeunes parce qu'ils étaient captés par casting. Et ensuite, il y avait les sélections, des épreuves. C'était vraiment le gros truc. Il y avait un Tour de France dans les plus grandes villes où tous ceux qui rêvaient, qui avaient envie d'aller faire de la radio, se présentaient. On essayait de trouver des personnalités et on les prenait. On en avait 35 qui montaient en finale sur 2000 qu'on voyait et on en gardait 10. Et ces 10... Philippe, je fais juste une parenthèse là, juste qu'il faudra couper. Si je parle trop, faut me le dire. Non, c'est très bien, c'est très intéressant justement. Vas-y, continue. Ok. Et ces 10, passer des épreuves face à moi et un jury lorsque j'étais directeur de Energy School sur Paris avec des épreuves plus compliquées, des speaks, des improvisations, des pannes d'antenne, un invité, on leur mettait parfois quelqu'un d'énergie qu'ils connaissaient, donc ça les impressionnait, on voyait comment ils se débrouillaient. Ces 10-là étaient des salariés pendant un an. Je leur payais, quand je dis je, c'est énergie, évidemment, mais je veux dire, j'avais à disposition des appartements pour eux. Chacun avait un studio. Ça faisait 10 studios. Ils étaient logés à Boulogne, à Billancourt. C'est pas n'importe quelle région de Paris, on va dire. Ils étaient rémunérés. Et puis, ils passaient leur temps, énergie, et voilà. Donc, le directeur pédagogique que j'étais a pris la suite de Marc Scalia, qui a été sur les 2 premières années celui qui les a formatés surtout à faire de l'énergie en tant que disque jockey, animateur énergie, quoi. Et puis à un moment donné, il a voulu s'occuper de Chéri FM, donc comme c'est le même groupe, il a fallu trouver un autre directeur. Il y a eu quelques candidats dont moi, j'ai été pris, j'en suis ravi, mais j'ai été pris parce que mon profil non seulement venait d'énergie au départ et connaissait l'âme du début, ce qui était hyper important parce qu'il faut transmettre l'histoire de la radio, et aussi parce que j'étais assez journalistique dans la tête, j'étais passé à France Bleu, j'avais fait du reportage, j'avais fait de la télé, etc. Donc je pouvais leur ouvrir ce que Marc Scalia ne pouvait pas faire, des champs des possibles sur d'autres facettes du métier d'animateur. Et dans les 35 donc qui étaient en finale, combien effectivement ont été élus ? 10.
par an. 10 étaient pris par session. Session égale, on va dire, une année scolaire, quoi, hein. La session passait de septembre à juin, et j'en avais 10, et comme ça, d'une année sur l'autre, on refaisait encore des castings, on en reprenait encore 35, et puis 10, voilà, etc., etc. Il y en a qui ont réussi à rester dans le groupe, qui ont fait du natio. Il y en a qui sont partis sur la concurrence aussi, hein, parce que ils étaient libres, hein, on leur met pas non plus des menottes. Hein. Et puis il y en a qui ont laissé tomber le métier parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être finalement ils se sont trompés de voie, ou alors ils ont pris de l'animation commerciale, ce qui est quand même différent. Et d'autres ont arrêté et puis on fait autre chose. Hein. Voilà, en fait, chacun, parce que c'est vrai que ce sont des métiers compliqués et tu le sais parce que c'est des métiers à chômage. Faut pas faire rêver tout le temps. Ces métiers-là, il faut en vouloir, ça doit couler dans le sang. Sinon, à un moment donné, ça peut être compliqué et on se retrouve aussi au chômage. Et si on n'a pas la force de remonter la pente, ça peut être triste et il faut pas se dévaloriser parce qu'on est capable de faire plein de choses. Donc il y en a qui sont partis faire autre chose, hein. Un peu de télé ou du cinéma ou carrément des commerciaux, excellents commerciaux dans l'immobilier ou autre. Alors moi, il y a une question qui me vient aussi à l'esprit et je pense que ça a dû également interpeller les gens qui nous écoutent. Énergie, c'était beaucoup d'animateurs, mais très peu d'animatrices radio. Ouais, c'est une bonne réflexion, surtout dans les débuts. Alors après, quoique après maintenant il y en a des animatrices. Il y en avait déjà en 2004-2006 avec des très très jolies voix, mais c'est vrai que c'était surtout les voix graves et masculines qui étaient présentes à l'antenne. Au départ, Énergie avait toujours que des voix masculines et très rares ont été les animatrices comme Catherine qui était quelqu'un avec une voix extraordinaire. Qui aimait beaucoup le rock, qui faisait surtout la nuit, mais Catherine, c'était avant que toi tu n'écoutes, je pense, puisque je pense que son nom te dit rien. Non, ça me Il y a eu quand même, alors, il y a eu Noël Bréham, qui elle est partie après à France Inter et a fait une émission sur le jardinage sur la 5. Ouais, ça me dit plus déjà, ouais. Ouais, oui, forcément. Après, il y a la télé, la médiatisation, etc. Il y a eu Marie-Pierre, qui était une basketteuse ou une sportive, si mes souvenirs sont bons, qui a fait un peu de radio, mais bon, après, on n'était pas payé à l'époque, hein. Donc, fallait voir tout ça aussi, hein. Donc, beaucoup de gens, quelques filles sont passées par là, mais c'est vrai qu'elles montaient pas en puissance au sein de la radio. Alors j'aimerais qu'on évoque également les web radios, parce que les web radios, moi j'ai commencé en 94, je crée ma première radio digitale ou web radio, ça dépend du terme qu'on veut bien y poser, en 95. Donc je pars du concept en fait que il y a des pages web sur le web et que derrière il y a des gens qui font ces pages web. Donc l'idée m'est venue de pouvoir effectivement leur donner la parole déjà à l'époque et ensuite de m'adresser au webmaster. Et là ça fait maintenant 35-40 ans que je suis sur le web et je m'aperçois qu'il n'y a toujours pas de modèle économique concernant les web radios. Et pourtant des radios comme Énergie ou comme Nostalgie ou comme d'autres, effectivement, ont des web radios. Est-ce que quelque part, ça rapporte ça? Est-ce que c'est des radios vivables ou est-ce que c'est des radios un petit peu comme l'écosystème qu'on peut y trouver à côté, c'est-à-dire des particuliers, des associations, sauf que là, c'est des lignes commerciales. Mais est-ce que ça rapporte? Est-ce que c'est des modèles économiques qui ont trouvé leur modèle? Je pense pas. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Vas-y, on t'écoute. Je pense pas. Alors c'est mon avis que ce soit vraiment rentable. Oui, chaque groupe radio a ses web radios déclinés avec des thèmes. Hein. Ça peut être le thème du rock des années 80, du voyage ou je sais pas quoi. Enfin bon. Mais il faut se dire que la rentrée financière, la manne financière ou la pub sur ces radios-là, c'est quand même compliqué à savoir. Je sais pas si, oui, je pense que Médiamétrie a des instruments pour essayer des mesures, d'audience, mais c'est pas aussi direct et aussi rapide que la radio quand on tourne un bouton. La web radio, normalement, il faut aller la chercher quand même. Faut taper le thème, faut essayer, ou alors d'aller sur Énergie puis aller cliquer pour trouver les web radios qui sont mises en place.
Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est peut-être viable quand le groupe derrière est solide, parce que la régie publicitaire va dire, OK, vous allez faire une campagne pub sur Chéri FM pendant un mois, mais prenez donc pendant 15 jours sur Chéri FM Zen, je dis n'importe quoi, 10 encarts publicitaires. Donc ils vont faire rentrer de l'argent comme ça pour la web radio. Mais je pense pas que ce soit viable. Et puis un animateur sur une web radio, franchement, on peut pas le payer 2 000 euros, c'est le salaire moyen, je crois, d'un animateur dans le groupe Énergie. Donc on peut pas le payer 2 000 euros sur une web radio dont on sait même pas qui est derrière et combien il y a vraiment d'audience. Parce que si vous êtes en Australie, vous pouvez cliquer et essayer d'écouter une radio française. Si vous êtes en France aussi, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait le plus de nos jours et que font les jeunes de plus? Les web radios, moi, ils téléchargent des playlists. Ma fille, la web radio, elle sait même pas ce que c'est. Ouais, c'est vrai elle a 18 ans. C'est vrai que la génération Z, effectivement, a ses propres habitudes et ses propres codifications. Alors là, on va passer maintenant à une ribambelle de questions. Alors ça, pour mieux te connaître, si je te dis, par exemple, quel est le livre qui t'a le plus marqué? Le livre que tu as lu et qui t'a le plus marqué, qui a été un déclic pour toi? Alors, que ce soit en rapport ou pas avec la radio? Non, le livre que tu as aimé. Ouais. Bon, alors, il y en a plusieurs parce que j'étais littéraire moi dans ma formation. Alors, le livre que j'ai vraiment aimé, il y a eu La plume de Pan d'un comédien de théâtre et qui est mort aujourd'hui. Et il y a eu surtout La chaîne de Michel Drucker. D'accord. Que j'ai lu très tôt. Michel Drucker expliquait son métier, parlait, voilà, un peu comme d'habitude, ce qu'on connaît maintenant de lui, comment il a réussi, comment il a fait, comment il s'est battu, pourquoi les parents étaient contre, voilà, ce qui était dur, ce qui était pas dur, le mental, le sport, voilà. Et moi, ça avait été un déclic pour moi. Ce livre. D'accord. Alors on continue un peu dans les questions portrait chinois. Quel est l'album de musique qui ne t'a jamais quitté de déménagement en déménagement? Au risque de te décevoir, Philippe Belgrand, je ne suis pas quelqu'un qui a acheté beaucoup de disques dans sa vie. Pour tout te dire, je raconte une anecdote. J'étais tout jeune, j'avais gagné sur Europe 1 256 disques dans un jeu à la radio avec Jean-Loup Lafont. Basket, je crois que ça s'appelait, ou quelque chose comme ça. Cette émission. Ces disques, il y avait toute la collection des Beatles, donc il y avait la variété française du moment, etc. Bon, je les ai écoutés, j'aimais bien le disque, la galette en soi, toucher, regarder la pochette, ça je trouve que c'est magique. En revanche, quand j'en ai eu marre, je les ai jetés. Donc je considérais pas ça comme un objet finalement de valeur. Plus tard, j'ai eu en étant dans la radio, les disques, finalement, je les avais gratuitement. Je ne les achetais pas, mais je ne les gardais pas non plus. Je les mettais à la discothèque de la radio, ou alors je les donnais à côté de moi. Ce qui fait que je suis pas quelqu'un qui a des collections de disques ou pire comment ça s'appelle, de CD, parce que là la qualité est moyenne. Enfin, quand on connaît la qualité du vinyle, le CD c'est moins bon. Donc j'en ai pas. Et franchement aujourd'hui, si tu venais chez moi, je suis incapable de trouver un carton avec des disques dedans, j'en ai pas. D'accord, on enchaîne avec ton film préféré, ton film de chevet, celui que tu aimes regarder avec grand plaisir, effectivement souvent. Alors c'est un documentaire en fait. C'est un documentaire sur Mishima, qui est un auteur japonais. D'accord. Allez, on enchaîne, puisqu'il nous reste effectivement quelques minutes encore. On va parler du podcast maintenant, parce que toi, tu es spécialisé aussi dans le domaine du podcast, tu as fait du podcast, donc tu sais à peu près ce qu'est le podcast. Comment tu vois le podcast évoluer dans les 5 ans, allez, dans les 3 à 5 ans, là? Moi, je trouve que c'est un super vecteur de communication, de valorisation ou de la personne ou de l'entreprise, par exemple. Le podcast natif, je trouve ça très bien aussi. Essayer de raconter un voyage, un pays ou une histoire littéraire avec des effets sonores, une production derrière. Pour ceux qui ne lisent pas, ça peut
ça peut aider, ça peut apporter du bonheur, du plaisir. Et en système économique pour les entreprises, moi, j'aime beaucoup faire des podcasts avec juste quelques questions posées sur ce que une PME ou une TPE, parce que j'aime bien m'adresser à celles-ci, qui ont moins de moyens que les grandes, pour pouvoir qu'ils partagent sur tous les réseaux une information en B2B ou B2C, quoi. D'accord. Quelles sont les durées de podcast que tu affectionnes? C'est-à-dire, effectivement, pour toi, quelle est la bonne durée qui est acceptable pour ton temps, effectivement, et ta disponibilité? Eh ben, alors, ça dépend de quoi on parle, hein, parce que évidemment, moi, la bonne durée entre 2 et 3 minutes. Je trouve qu'on peut dire beaucoup de choses entre 2 et 3 minutes. Ça, c'est grâce à la radio ou au journal télé. Hein. Il suffit de regarder un reportage. Rarement, il va dépasser les 3 minutes. Hein. C'est déjà beaucoup. Voilà. Moi, je trouve ça, c'est un bon format. Maintenant, si on doit raconter la vie de quelqu'un, ben, c'est ou 3 minutes en 5 épisodes. Hein, on fait une mini-série. Ou alors, on fait carrément 7 ou 10 minutes sur sur quelqu'un, sur une histoire. Mais là, je trouve qu'on peut perdre son attention. Et le problème, c'est aussi le saucissonnage publicitaire qui peut venir. D'accord. J'ai peur de ça. Toi, quand tu écoutes un podcast, tu écoutes des podcasts en majeure partie, effectivement, de combien de durée? Bon, en général, 2 à 3 minutes, parce que je me lasse très vite, moi. D'accord. 2-3 minutes, et puis... 2-3 minutes. Et puis ouais, voilà, c'est ça. En fait, le podcast, quand je fais à Radio France, par exemple, où j'ai bossé pendant 15 ans, ils font d'excellents podcasts. Mais ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que si on perd l'attention de l'auditeur, on va vite perdre une information et il faut retourner en arrière puis il y a des podcasts qui servent à rien. Enfin, je veux dire, excuse-moi, mais Coé fait son émission tous les jours à Énergie, hein, je vais encore parler d'Énergie. Qu'est-ce qu'on s'en fout de pouvoir écouter le podcast de Coé et qu'on a raté Coé, quoi. Je veux dire, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Autant faire autre chose que de reprendre un podcast de Coé pour entendre ce qu'il a dit l'après-midi même. Alors moi je mettrais un bémol sur cette réflexion-là, parce que je regarde mon cas personnel. C'est vrai que bon, je regarde pas Coé sur les chaînes de télévision ou à Énergie. Je l'écoute pas à Énergie, mais je réécoute effectivement en replay sur YouTube. Et tu vois, il y a plein de gens que je réécoute en replay sur YouTube. Donc le replay, il y a d'ailleurs, je crois qu'au niveau des statistiques, il y a de plus en plus de gens qui écoutent le replay que le direct. C'est-à-dire qu'il y a une demande de plus en plus forte sur la réécoute. Bon, alors parce que les habitudes aussi ont changé, hein, les habitudes de consommation. Le replay, si c'est sur YouTube, déjà normalement il y a de l'image parce qu'il y a les webcams, donc on voit ce qui se passe un peu dans l'émission aussi, etc. Et puis les gens peuvent télécharger ça à la salle de bain, à la cuisine, peu importe. Voilà, il y a aussi ce côté-là. C'est que la personne, elle est libre. On lui impose pas d'écouter de 15h à 18h. Si elle veut l'écouter à minuit, elle peut. Pour ça, je trouve ça très bien. Tout à fait. Et bien, on va conclure effectivement cette interview avec Jean-Marc Laurent, qui est donc coach en prise de parole en public. Ça, c'est très pratique, hein, c'est du média training. Ça permet effectivement de travailler sa voix, ça permet de travailler la profondeur de sa voix, le souffle, la respiration, la dynamique, les enchaînements. Une parenthèse, Philippe, si je puis me permettre, parce que ça, je tiens vraiment, si ça peut passer, ça serait génial. Oui. C'est juste que cette prise de parole, pour le commun des mortels, oui, comme ça a été dit là, c'est très bien. Mais pour les personnes qui sont 7 millions en France et qui ont des handicaps invisibles qu'on appelle les dysphasiques, dyslexiques, dyspraxiques, etc., la prise de parole leur apporte beaucoup dans l'estime de soi et pour ne pas être déconnecté avec la société. Et quand on connaît ce milieu, toutes ces personnes touchées par les 10, on se dit mais mon Dieu, la société fait vraiment pas de cadeaux et voilà, il faut les aider. Eh ben en tout cas, moi je te proposerais carrément d'entendre une personne qui est passée par toi, un de tes élèves ou une de tes élèves, et pourquoi pas effectivement l'entendre dans les experts et qu'elle puisse nous donner effectivement le bénéfice de ce qu'elle a gagné grâce justement au travail qu'elle a fait avec toi. J'ai quelques contacts que je peux te donner, il n'y a pas de souci. Et ben voilà, ça sera une bonne chose. Donc, je vais te poser la question de fin des experts, puisqu'on arrive à pile 29 minutes et 33 secondes. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Jean-Marc ?
Alors là, je trouve qu'il faudrait que tu changes de métier. Non, c'est pas vrai. Non. Écoute, voilà, je trouve que c'est bien mené et en fait, tu sais exactement vers quoi tu veux aller. Donc, on sent une montée un peu, pas une pression, hein, mais une montée avec un intérêt de plus en plus accrocheur pour celui qui est interviewé. Et si on se remet à quelques années en arrière, admettons, j'aurais été élève à la Energy School, qu'est-ce que tu aurais pu dire, effectivement, par exemple, sur ma voix? Parce que tu parlais de la voix, justement, l'identité de la voix, la tessiture de la voix, la personnalité de la voix. Là, j'aurais fait travailler peut-être le souffle, le débit, peut-être parfois être un peu moins rapide, mais après, on sait qu'au quotidien, on a un timing, il faut le respecter. Bon, donc tout ça doit être... mais voilà, tous les jeunes que j'avais, c'était ça, débit, respiration, sourire, ça va, il n'y a pas de souci, Philippe, pour le sourire. Et puis après articulation et tout, il y a pas de problème parce que tu fais des podcasts depuis longtemps, mais je faisais travailler ça, quoi. Et le sourire, il faut pas oublier une chose, c'est que c'est le pourboire de l'auditeur. Donc il faut sourire, il faut penser à sourire. C'est 20% de gagné sur la qualité de l'animation et le capital sympathie qui est ressenti. Comment on peut continuer à discuter avec toi, Jean-Marc Laurent, si on a été sensibilisé par tes propos dans Les Experts? Comment on peut effectivement continuer à faire le lien? www.jeanmarclaurent.com ou alors sur mon Instagram, comme je n'ai pas la validation bleue là, c'est pas grave, c'est Jean-Marc Laurent officiellement, voilà. En tout cas, je te remercie d'être passé dans Les Experts. Je te souhaite bon vent, comme on dit en Bretagne, pour la suite, effectivement, de tes activités. Et puis qu'il y ait plein de gens, justement, qui trouvent une meilleure élocution grâce à tes méthodes, à ton travail, à ton processus. Et je vous remercie, vous qui êtes derrière, donc, d'être aussi fidèles tous les jours au niveau des experts, parce que je sais que vous réécoutez beaucoup les experts. Vous partagez, vous en parlez à droite, vous en parlez à gauche. N'oubliez pas de mettre également 5 étoiles sur Apple Podcast, la plateforme donc d'écoute de podcast. Ça m'aide beaucoup, ça permet de faire grandir le podcast des experts et ça permet de le faire monter dans les classements. Et puis inscrivez-vous également, abonnez-vous en tout cas à la chaîne YouTube qui est la mienne sur la plateforme vidéo qui est le deuxième moteur de recherche, ne l'oublions pas. Merci, à très bientôt avec un nouvel invité dans Les Experts. Merci Jean-Marc. Merci.